qu'est-ce que c'est que le postmodernisme dans toute cette histoire-là? C'est l'idée qu'il faut en finir avec la rationalité universelle. Donc l'être humain universel, égal, libre, qui réfléchit en fonction de sa raison, puis qui est capable de communiquer avec n'importe quel autre humain, parce qu'un humain, c'est un humain. Tout ça, il faut en finir avec ça pour rentrer dans cette espèce de vision-là postmoderne où finalement on réactualise la race, on réactualise les clivages sexuels, on réactualise en fait tout ce sur quoi on était censé lutter pour finalement vous expliquer, si vous ne pouvez pas comprendre ça parce que vous n'êtes pas une femme noire. Vous ne pouvez pas comprendre ça parce que vous n'êtes pas homosexuel. Donc, en réalité, on ne peut plus parler des faits en tant que fait. Il faut parler de notre perception des faits. Et même les faits, en fait, ça ne nous intéresse pas tellement. Là. D'ailleurs, c'est drôle parce que j'écoutais l'autre fois un podcast sur YouTube avec Louis T et Mathieu Bock-Côté. Et puis, Louis T essayait de faire dire à Mathieu Bock-Côté que le racisme systémique existe. Puis là, je trouvais le procédé assez drôle parce qu'il dit oui, mais ça existe, il y a une certaine forme de racisme qui est systémique au niveau des lois, au niveau de ci, au niveau de ça. Et puis là, Bock-Côté dit au Québec, ça n'existe pas. Il n'y a pas de loi qui discrimine quelqu'un en fonction de son origine raciale ou peu importe. Et puis là, Louis T, il dit après, ouais, mais vous pouvez pas nier que dans la rue, il y a des gens qui se font insulter parce qu'ils sont musulmans ou je sais pas quoi. Donc là, on glisse dans la conversation de, il y a des lois, il y a un système qui est fondamentalement raciste, il y a des gens débiles dans la rue qui écœurent les autres en fonction de leur confession ou de leur origine. Donc là, le débat, il n'est plus pas en tout à la même place, mais justement, dans cette perspective-là, la raison, la rationalité, ça n'a plus nécessairement d'importance. Ce qu'il faut, c'est valider une perception, valider une vision du monde qui est commune à un groupe qui partage entre eux une caractéristique, une caractéristique identitaire. Donc, le livre, un peu plus dans le détail, sans trop rentrer dans le détail du livre, parce que c'est un livre assez lourd, en fait, là, qui fait... Si ma mémoire est bonne, là, 350 pages. C'est pas un livre énorme, mais c'est un livre qui est quand même lourd parce qu'il y a beaucoup d'exemples, beaucoup de détails, beaucoup de citations. Donc, c'est pas, c'est pas pour les enfants de cœur, là. Mais ça reste que à mon avis, c'est un incontournable. Tous ceux qui s'intéressent à... Je vais utiliser un gros mot, là, mais je l'ai déjà utilisé et je vais vous expliquer ce que ça voulait dire. Là. Tous ceux qui s'intéressent à l'épistémologie, donc c'est-à-dire l'étude de la connaissance scientifique. Donc, essayons de résumer ça le plus clair possible. Et en épistémologie, donc dans cette branche de la philosophie-là qui étudie le discours à prétention scientifique, il y a une branche aussi qui essaie de faire la démarcation entre la science et la pseudo-science. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que l'usage des sciences dans les sciences sociales, donc c'est-à-dire le fait d'utiliser la physique, la biologie, la chimie, les mathématiques en sciences sociales pour essayer de justifier un point de vue. En général, c'est quoi l'objectif derrière ça? C'est de créer un discours qui a l'air d'être scientifique. Et donc, quand vous regardez ça avec une perspective épistémologique ou philosophique, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de voir si c'est-tu bon ce qui a été fait là ou c'est de la merde, là. Autrement dit, est-ce que c'est un discours scientifique ou pseudo-scientifique qui est donné? Puis la ligne est mince. Parce que en général, les discours pseudo-scientifiques vont essayer de se maquiller comme étant une science. Donc, c'est ça l'idée là, derrière tout ça. Puis justement, c'est vrai là, que les exposés scientifiques sont techniques, sont difficilement accessibles aux gens qui sont non experts. Donc, la difficulté d'expliquer tout ça est d'autant plus élevée. C'est ça qui fait que le livre est quand même compliqué. Expliquer un discours scientifique, c'est complexe. Et, je veux dire, moi, je ne peux pas vous expliquer ce que c'est que la mécanique quantique. Moi, je ne peux pas vous expliquer ce que c'est que la théorie de la relativité parce que je n'ai pas de formation assez solide là-dedans pour vous l'expliquer. Je peux essayer, mais je ne serai pas capable de vous le faire comprendre comme quelqu'un qui est un bon pédagogue ou un bon vulgarisateur scientifique. Donc, il dit qu'il y a une difficulté là-dedans. Par contre, là-dedans, les charlatans, les prêtres, les chamans, tous ces gens-là, pendant des siècles, ont utilisé des formules magiques, des langages inconnus, des signes cabalistiques. Puis le but de tout ça, c'était quoi? C'était intimider leur auditoire puis cacher l'irrationalité du discours.
Donc, eux autres, ils sont. La thèse, une des thèses du livre, c'est que il y a des phénomènes qui sont semblables aujourd'hui puis qui se produisent dans les milieux intellectuels et universitaires. Ce phénomène-là, c'est sûr qu'on n'utilise pas des signes cabalistiques puis des langages inconnus, quoique langage inconnu, ça s'applique bien aussi. Parce que si vous allez lire certains philosophes français, ils vont utiliser des néologismes allemands là-dedans, puis l'être là, puis l'être ici, puis là, tu dis, OK, de quoi vous parlez? Puis si on ramène finalement ce charabia-là et cette masturbation intellectuelle-là à un langage plus commun, et à à son niveau de déficience ou de rapport avec la réalité, mais finalement, tu dis, ouais, OK, là, tout le monde peut comprendre, là, moyennant une intelligence normale. Là. Mais c'est ça qui est le problème, c'est que tous les discours en fait, une partie des discours qui ont été très à la vogue, à la mode dans certains milieux universitaires et dans certains campus universitaires, dans des revues, pensez à tout discours woke aujourd'hui, tout ce qui a rapport avec la déconstruction, là, être un gars, ça, c'est une construction sociale, puis c'est à cause de vos parents vous mettaient dans une chambre qui est peinture en bleu, puis tous ces discours-là, ils s'habillent d'un certain paravent scientifique. Pourquoi? Pour cacher qu'en réalité, il y a une part d'irrationnel là-dedans, puis que ce ne sont pas du tout des discours scientifiques. Donc, eux, c'est leur thèse dans le livre. Donc, comme je l'ai dit, l'élément déclencheur de toute cette affaire-là, c'est quoi? C'est la publication des articles canulars. Puis ça, il y en a eu plein. Hein. Il y en a eu plein. Il y en avait même un dont j'avais parlé maintenant à Radio Pirate. Puis c'est une histoire qu'il y a quelqu'un qui avait écrit un article canular qui avait réussi à faire publier, dans lequel ça disait que en tout cas, c'était une histoire que si les gars se rentraient si un gars se rentrait un dildo dans le derrière, ça allait lutter contre l'homophobie. Puis là, il y avait toute une histoire, en tout cas. C'est souvent n'importe quoi. Il y en a même un cas assez connu aussi de canular comme ça. C'était un Français dont j'oublie le nom qui avait pris le nom d'auteur de Jean-Baptiste Botul. Et puis il avait écrit un livre qui s'appelle La vie sexuelle d'Emmanuel Kant, dans lequel il racontait toutes sortes de niaiseries. Et puis le célèbre philosophe, si on peut l'appeler de même, français, Bernard-Henri Lévy, s'était fait pogner avec ça. Donc il avait cité Botul dans un de ses livres comme étant une source fiable. Lui, il pensait que c'était comme une biographie d'Emmanuel Kant ou je sais pas trop quoi. Là. Donc, il y a vraiment des gens qui se font prendre à ça. Et puis, c'est là où la frontière entre le sérieux et le pas sérieux devient à un moment donné assez obscure. Donc, l'article canular publié dans Social Text, donc cette parodie, c'était rempli de citations à propos de la physique, des mathématiques. Il y avait juste une petite partie de l'article qui pouvait paraître crédible, mais en réalité, c'était facile de voir que c'était une parodie. Pourtant, il y a un comité de lecture qui a lu ça. Il y a plein de gens qui ont passé là-dessus, puis que finalement, ils ont dit « Oh oui, c'est bien correct cet article-là ». Puis là, il montrait que quand vous dites n'importe quoi, mais que ça va dans le sens de ce qui est véhiculé d'abord. Donc, c'est le fameux histoire du biais de confirmation. Je vous renvoie au podcast sur le livre de Daniel Kahneman. Ça montre bien ça. Donc, on est dans le biais de confirmation. Je dis n'importe quoi, je mets plein de scraps scientifiques autour de ça, mais justement, ça fait plaisir aux gens qui aiment se faire raconter des affaires qu'ils pensent déjà. Donc, eux autres, ils disent dans le livre, dès lors, nous avons cherché à expliquer en des termes non techniques pourquoi ces citations sont absurdes ou, dans bien des cas, dénuées de sens. Et nous voulions aussi discuter des circonstances culturelles qui ont permis à ces discours de devenir à la mode et de ne plus être ouvertement critiqués, du moins jusqu'à présent, d'où notre livre et le débat qu'il a suscité. Et là, ils disent donc l'objectif, dans le fond, le premier objectif, c'est quoi? C'est dénoncer l'usage frauduleux des mathématiques et des sciences chez certains penseurs en sciences humaines. Et l'objectif numéro 2, c'est de s'attaquer au relativisme cognitif, à savoir cette espèce d'idée qui est répandue beaucoup dans le monde français, mais aussi dans le monde anglo-saxon, selon lequel les affirmations de faits, donc on parle de mythes ou de théories scientifiques modernes, ne peuvent être considérées comme vraies ou fausses que par rapport à une certaine culture. Ça, là, ça va même, ce que je dis là, c'est pas des blagues, ça va même jusqu'à dire que, la physique, là, c'est de la science de blanc, ça. Là. Ça, c'est pas des blagues. Là. J'ai même entendu à un moment donné que quand on reprochait, je pense que c'était Jordan Peterson dans un débat qui reprochait le manque de logique
d'une de ses opposantes ou d'un de ses opposants, je ne me rappelle plus si c'était un gars ou une fille, et puis la personne a répondu que la logique, donc dans le fond la structuration de l'esprit, le fait que les arguments se tiennent les uns avec les autres, que c'était un concept hétéronormatif et patriarcal ou je ne sais pas trop quoi, là, que ça en fait c'était ça c'est bon juste pour les Blancs, là, nous autres on n'est pas obligé que notre discours soit logique. Là. Donc je veux dire, là, on commence à être dans le chamanisme intellectuel. Je veux dire, ça devient à un moment donné de la sorcellerie. C'est même plus de la science sociale, ça devient n'importe quoi. Là. Donc ça devient n'importe quoi. Et puis moi, ben, c'est le genre de sujet qui m'a rejoint parce que quand j'étais à l'université, j'ai vu comment progressivement ce genre de pensée-là est arrivé, comment ça a entièrement bousillé le cerveau des gens qui étaient là-dedans, puis qui c'est des gens à la base, je pense, brillants. Donc, il y avait une espèce de domination, là, je dirais, du passé catholique ou théologique là, sur l'Université Laval. Et puis, progressivement, on a commencé à faire rentrer des nouveaux professeurs, mais aussi des plus vieux qui avaient ce genre de discours-là. Et eux, ils ont saisi d'une certaine manière la faille, là, le fait que les vieux profs catholiques commencent à prendre leur retraite et à sacrer leur camp. Puis ils ont ouvert la porte à cette espèce de relativisme-là. Et puis là, dans les derniers temps où j'y étais, on avait droit à des patentes du genre, dans l'histoire des sciences, il faudrait enseigner qu'il y a plus de femmes scientifiques. Et, finalement, on était rendu à des demandes où on recolore l'histoire. Puis là, il fallait parler du féminisme en épistémologie, puis toutes sortes de patentes que, en réalité, quand vous donnez un cours à l'université, vous êtes censé parler de ce qui est important dans l'histoire des idées, puis pas essayer de retravailler le passé pour essayer de trouver des petites patentes marginales qui, finalement, doivent être enseignées par exigence de politiquement correct. Mais c'est drôle parce que dans la deuxième édition du livre, les auteurs parlent justement des critiques qu'ils ont eues. Puis ils vont dire, ben on a eu quelques critiques de fond, c'est vrai, mais c'est très minoritaire. Ils disent, on a reçu aussi quelques critiques sur des points qui pourraient être valables. Le seul problème, c'est qu'on n'a jamais parlé de ça dans le livre. Donc ça, c'est une vieille technique, c'est on critique la position de quelqu'un en lui faisant dire autre chose que ce qu'il a vraiment dit, puis après ça, on a l'air d'avoir fait une belle critique, mais il y a juste un problème, c'est que la personne n'a jamais dit ça. Et il y a une troisième catégorie de critiques, et ça, c'est probablement celle qui est le plus répandue, c'est des critiques complètement débiles puis hors sujet sur le comportement des scientifiques, leur trait de personnalité, leur motivation, même des insultes aussi. Hein, il y a des extraits de réponses qui leur ont été faites où on parle on dit que ce sont des cow-boys, des petits apothicaires, des cavaliers mal entraînés, des francophobes, des malades. Donc, on est dans la diabolisation plus que d'autres choses. Donc, le but du livre, c'est quoi? Là, je fais volontairement exprès de ne pas trop rentrer dans les détails parce que c'est un livre assez complexe, mais l'idée, c'est de saisir le but général de ce livre-là, c'est d'apporter une contribution originale à la critique du postmodernisme. Donc, ils ne prétendent pas là-dedans raconter tout et n'importe quoi, faire le tour de cette question-là, mais justement mettre de l'avant l'abus de langage, de l'utilisation frauduleuse des sciences là-dedans. Donc, selon 2 points bien précis, hein, c'est parler abondamment de théories scientifiques dont on a au mieux qu'une très vague idée. Donc ça, c'est l'usage abusif de toutes sortes de références terminologiques scientifiques. Finalement, on ne se soucie pas trop vraiment de ce que ça veut dire. Et aussi l'idée d'importer des notions de sciences exactes dans les sciences humaines sans donner la moindre justification empirique ou conceptuelle à cette démarche. Donc, par exemple, un biologiste qui voudrait utiliser dans ses champs de recherche des éléments de mathématiques, bien là, il faut qu'il fasse la preuve que c'est utile de faire ça. Sinon, je veux dire, il n'y a pas personne dans son département de biologie qui va le supporter. On va dire, qu'est-ce que tu racontes là? Il y a aussi d'autres points, par exemple, le fait d'exhiber une érudition superficielle. Par exemple, là, on jette des mots à la tête du lecteur pour faire « Ah oui, là, ça va être telle affaire, ça va être telle affaire. » Je veux dire, à un moment donné, ça devient complètement contre-productif d'essayer de faire, on appelle ça de la pédanterie, là, dans le fond, être pédant, utiliser des mots compliqués pour avoir de l'air intelligent. Le dernier point, ce serait peut-être aussi le fait que dans ces livres-là, on manipule souvent des phrases qui sont dénuées de sens, puis on se livre à toutes sortes de jeux de mots, toutes sortes de patentes, des références qui n'ont pas de sens. C'est comme, par exemple, je le disais, Lacan qui se vante d'utiliser les derniers développements de la topologie,
Latour, qui est historien, lui, se demande, je pense que c'est peut-être moi qui ai appris quelque chose à Einstein. Donc, on est vraiment dans un manque de modestie totale là-dedans. Puis justement, en terminant, pour vous donner un peu l'idée de ce qu'il y a dans le livre, on prend l'exemple de Lacan. Donc, Lacan, c'est qui? On ne rentre pas trop dans le détail, là, mais Jacques Lacan, psychanalyste français, né le 13 avril 1901, puis mort début des années 80, en 81. Donc, c'est un psychiatre et psychanalyste français. Donc, quand vous pensez à psychanalyse, pensez à Freud. Donc, après Freud, c'est Lacan. Donc, Jacques Lacan, ça a été un des psychanalystes les plus célèbres et les plus influents du siècle. Des dizaines de livres, d'articles sont consacrés à l'analyse de son œuvre. Il y a des disciples un peu partout, les fameux lacaniens. Il a rénové, modifié, perfectionné la pratique de la psychanalyse et c'est vraiment une autorité dans le domaine. Il y a quand même des gens qui pensent que c'est un peu un charlatan, dont les auteurs, d'une certaine manière, du livre. Puis pourquoi? On va essayer de voir un peu pourquoi, là, brièvement. Donc, Lacan, lui, s'est spécialisé un peu à utiliser les termes de la topologie pour expliquer l'inconscient et la psychologie. Donc, son intérêt pour les mathématiques, c'est concentré là-dessus, la topologie. La topologie, c'est quoi? C'est la branche qui concerne les propriétés des surfaces. Okay, grosso modo, dans les mathématiques. Donc, dans ces écrits des années 50, on trouve toutes sortes de niaiseries là-dedans, dont même un ouvrage qui est célèbre, qui s'appelle « Les langages critiques et les sciences de l'homme », qui s'est tenu, dans le fond, qui est un compte-rendu des discussions qu'il y a eu à l'université de Johns Hopkins. Et là, dans le livre, ils en mettent un extrait. Je vous le lis, c'est pas des blagues, là. Ce diagramme, le ruban de Mobius, peut être considéré comme la base d'une sorte d'inscription essentielle à l'origine dans le nœud qui constitue le sujet. Ceci va bien plus loin que vous ne pourriez le penser à première vue, car vous pouvez chercher le type de surface capable de recevoir de telles inscriptions. Vous verrez peut-être que la sphère, ce vieux symbole de la totalité, n'est pas approprié. Un tore, une bouteille de Klein, une surface cross-cut sont capables de recevoir une telle coupure. Et cette diversité est très importante car elle explique beaucoup de choses sur la structure de la maladie mentale. Si on peut symboliser le sujet par cette coupure fondamentale, de la même façon, on peut montrer qu'une coupure sur un tore correspond au sujet neurotique et une surface cross-cut à une autre sorte de maladie mentale. Page 192-193 du petit livre. Donc, là, vous m'avez entendu lire ça, vous comprenez probablement rien, mais c'est normal, c'est pas vous qui avez un problème. Ils disent là-dedans, Sokal dit, le lecteur n'arrivera probablement pas à comprendre ce que ces différents objets topologiques ont à voir avec la structure des maladies mentales. Nous non plus. Et la suite du texte de Lacan ne clarifie nullement cette question. Pourtant, Lacan insiste, cela explique beaucoup de choses. Dans la discussion qui suivit son exposé, on peut lire le dialogue suivant. Et là, il y a toute une série de patentes, et puis là, il en rajoute encore. Il dit, dans cet espace de la jouissance, prendre quelque chose de borné, fermé, c'est un lieu, et en parler, c'est une topologie. Puis là, ils rentrent plus dans le détail, ils vont dire, dans cette phrase-là, Lacan il utilise 4 termes mathématiques. Espace, borné, fermé et topologie. Mais sans jamais tenir compte de leur signification. Cette phrase-là, elle ne veut rien dire d'un point de vue mathématique. Absolument rien. Donc, l'usage de borné, de fermé, d'espace ou de topologie n'a aucun Christi de sens. Je vous relis la phrase. Dans cet espace de la jouissance, donc le fait d'avoir du plaisir, prendre quelque chose de borné, fermé, c'est un lieu et en parler, c'est une topologie. Je veux dire, c'est de la vacuité pure, ce qui est écrit. Ça veut rien dire. Et d'ailleurs, dans le reste de son œuvre, Lacan n'explique jamais la pertinence d'utiliser ces concepts mathématiques-là pour la psychanalyse. Il se contente de mettre ça un peu partout, ça rend fait de quoi compliqué, puis là, les gens sont bien émerveillés par ça. Il dit, même si le concept de jouissance avait une signification claire et précise, Lacan donne aucune raison permettant de considérer la jouissance comme étant un espace qui pourrait se mesurer de manière mathématique dans le sens de cette technique-là ou de ce mot-là en mathématiques. Mais il poursuit encore, le bonhomme. Il poursuit encore. Dans un écrit que vous verrez paraître en pointe de mon discours de l'année dernière, je crois démontrer la stricte équivalence de topologie et structure. Donc, je veux dire, le gars, il lâche pas. Et puis, dans le livre, c'est comme ça, tout le long du livre.
C'est vraiment une démonstration. Puis là, le podcast pourrait durer 2 heures. Je pourrais parler de Deleuze, je pourrais parler de Baudrillard, je pourrais parler de tous les autres exemples qu'il donne. Mais à toutes les fois, on est là-dedans. Là. L'invocation le texte est devenu tellement obscur par usage des mathématiques qu'on se dit, mon Dieu, ça a l'air important, ça a l'air brillant. Puis ça, j'ai vu ça 100 fois pendant mes études. Il ne faut juste pas se laisser impressionner par ça. Donc, un peu la morale des histoires dans tout ça, c'est que si vous vous sentez impressionné par un texte, ben vous n'êtes pas obligé nécessairement de vous écraser en avant de ça parce que ça ne veut pas nécessairement dire que plus c'est compliqué, plus c'est brillant.